Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, on parle de l'actualité du club et on se projette sur les prochaines échéances. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de la semaine parisienne, une semaine qui a commencé par une défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, 2-1 au Parc des Princes, où on a vu un Bayern de Munich ultra dominateur. On pourra se demander si le Bayern a donné une leçon tactique au Paris Saint-Germain. Ensuite, on parlera du match qui vient de se terminer parce qu'on enregistre après le match de Lyon. Donc une victoire du Paris Saint-Germain au Stade des Lumières à Lyon, 3-2 dans un match très sympathique à regarder, avec un PSG somme toute avec une équipe type mais sans certains blessés. Justement, on terminera le dernier sujet, ce sera sur une hécatombe qui continue du côté du Paris Saint-Germain avec donc Dembélé, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, oui. Désiré Doué, qui sont blessés. Je pense qu'on peut leur dire au revoir pour l'année 2025 et on verra quelles sont les solutions de Luis Enrique pour remplacer ces joueurs-là dans l'équipe. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec notre capot remplaçant, Yanis. J'ai plus de voix déjà, je me demande comment je vais faire le podcast. Avec ses cheveux soyeux. Exactement, toujours. Comment ça va Yanis, t'es en forme? Ouais, ça va un peu fatigué parce on avait les Lyonnais juste à côté. Ils nous ont entendus. Ils nous ont bien entendus, donc on a essayé de faire un gros match. Non mais c'est vrai, t'as fait ton taf, on était contents, t'as fait ton taf. Et Supra, j'y reviens, 0,9 de ratio, moins 1,7, je dis ça, je dis rien. Très bien, c'était la minute. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, GTA 6 est reporté à novembre 2026, c'était le petit point jeux vidéo. Ensuite, pour m'accompagner, le président de l'association. Loïc, comment ça va Loïc? Super, après une victoire comme ça, on peut être au top, donc c'est parfait. Ouais, c'était un très beau match, on va y revenir. Et comme à chaque podcast, en fait, on fait intervenir un invité. Normalement, c'est la voix montréalaise, mais cette fois-ci, on a un invité de marque qui nous vient de Toronto, Olivier, qui est le cofondateur du PSG Club Toronto. Salut, comment ça va Olivier? Ouais, salut, merci de nous recevoir. Je me sens super privilégié. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'était une surprise. On savait pas que, moi je savais pas que t'étais là. Sinon on t'aurait prévenu avant, mais du coup trop bien. Ouais, carrément. Super guest. La famille Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ça. T'es là pour combien de temps du coup? 3 jours. 3 jours et je pouvais pas manquer le Paris Saint-Germain contre Lyon. Donc il fallait venir à l'Union, il fallait venir supporter, il fallait voir l'Union, rencontrer les gens, venir à la rencontre aussi des supporters ailleurs à Montréal. Absolument. Et puis super cool, super famille. Je vais en profiter pour faire le petit point promotion. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube du PSG Club Montréal. Ça nous aide et à liker, à commenter nos contenus et à nous suivre également sur les divers réseaux sociaux. Alors du coup, vu que tu es notre invité, je vais te poser quelques questions. Olivier. Vas-y, shoot. Toi en fait, comment est-ce que tu es tombé amoureux du Paris Saint-Germain? Alors je suis né à Paris, dans le 15e. Ok. Et voilà, quand tu grandis, tu fais du foot avec les copains et tu prends une équipe. Et c'est facile d'être supporter du PSG à Paris, mais j'ai habité dans les Yvelines. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. C'est vrai. Il y a aussi autant de supporters sudistes que parisiens en région parisienne. C'est ça. Mais j'habitais proche du Camp des Loges. Ok, trop bien. Donc en fait, j'ai plein d'anecdotes sur le Camp des Loges et ce qui s'est passé avec certains joueurs que j'ai pu rencontrer beaucoup de fois. Mais ouais, c'était mon club de cœur, c'était le club où il fallait que je supporte, c'était le club des copains, etc. Mon père est un joueur de rugby. Okay. Donc en gros, il n'y avait pas de foot à la maison, ça n'a jamais parlé foot à la maison. Donc un peu la honte de la famille, c'est le supporter de football, en plus le Paris Saint-Germain. Non, mais au-delà de ça, je tombe amoureux du PSG depuis très très petit. J'ai 48 ans, voilà, je disclose mon âge, comme on dit, mais supporter depuis tout petit. Ok, depuis tout petit. Donc du coup, mais c'est quel joueur t'as fait kiffer le club? Mon joueur préféré encore aujourd'hui, c'est David Ginola. Ok, El Magnifico. El Magnifico, ouais. Bien sûr, El Magnifico qui changeait de côté pour être à chaque fois du côté de la tribune présidentielle, à chaque mi-temps il changeait de côté. Extraordinaire ce joueur. Ok. Et du coup, tu peux nous présenter un petit peu le PSG Club Toronto? Ok, on envoie les pubs. Ok, alors les pubs pour le PSG Toronto. Alors écoute, on n'est pas les seuls au Canada. Vous avez Montréal, et puis il y a Toronto, puis il y a l'Alberta, puis il y en a 2-3 autres un peu au Québec, un peu partout. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Oh, Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, ouais. Non, je plaisante du tout. Respect aux Québécois. Respect. Non, et écoute, il y a 7 ans, on a décidé de plutôt que de regarder la télé chacun chez soi, de se dire, on va peut-être se trouver un endroit. Et une personne, Charles Shaw, qui a été à l'initiative de l'aventure montréalaise, qui est à Toronto maintenant. On s'est rencontrés sur un match, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa
de faire quelque chose ensemble. Charles, Shaw, Victor, Raymond et Olivier, on s'est dit, allez, faisons quelque chose à Toronto. Puis il y a 7 ans, on a parti l'association. Trop bien. Ce qui nous a mis sur la map, c'est je suis à New York, en balade, et pareil qu'aujourd'hui, je peux pas louper le match, il faut vraiment que j'aille voir le match. Il y a un fan club à New York, et Toronto est dans la place, grosse photo à la fin. Le Paris Saint-Germain dit, mais attendez, il y a un fan club à Toronto ? Oui, il y a un fan club à Toronto. Et puis là, c'est parti. Donc, depuis 7 ans, à Toronto, et on essaye de faire ce qu'on peut pour réunir la famille Paris Saint-Germain à Toronto. Ce qui est différent, c'est qu'on a beaucoup d'anglophones. Ouais, bien sûr. Et il y a quand même beaucoup d'anglophones qui se sont mis au Paris Saint-Germain depuis les quelques années. Il y a eu beaucoup d'Espagnols avant, pour des raisons évidentes. On va pas en parler. Mais maintenant, les anglophones se mettent au Paris Saint-Germain. Ce qui est cool. Donc évidemment, il y a du francophone et puis il y a l'anglophone. Et où est-ce que vous diffusez les matchs du coup ? Alors, dans le bar qui s'appelle le Fraillard, qui est le QG depuis 5 ans. Ouais. C'est la maison, il y a des maillots au mur, il y a les écharpes au mur, il y a un journal très connu français, avec les couvertures qui ont fait du bien il y a quelques dernières semaines. Du 31 mai, du 1er juin en fait. Voilà. Qui est au mur, donc en fait on est un peu à la maison et ça se passe super bien. On était plein pour évidemment la Ligue des Champions. Ouais, bien sûr. Vous avez fait un cortège d'ailleurs, non ? Ouais, on a fait un cortège. Ouais, on a démarré à la Tour CN et on a fini au bar. Mais non. Ouais. En mode cortège, ouais, c'était génial et puis on a comme partout on a gagné et puis on a fini devant on a un signe qui est le signe Toronto. Comme vous l'avez, au centre, dans le vieux, au bas de la Tower. Ouais. Donc on a fini là-bas en cortège. Donc on a commencé en cortège, on finit en cortège. Là, c'était vraiment trop bien. Stylé, nous on est grave contents en tout cas qu'il y a un fan club également à Toronto. On encourage tous les gens qui passent à Toronto, s'ils sont supporters du Paris Saint-Germain, à passer vous voir. Et je tenais également à dire qu'en fait, si en fait tout ça a lieu aujourd'hui, les podcasts à Montréal, en fait à la base c'est parce que j'ai été invité l'année dernière par Olivier à un de ses podcasts et ça m'a donné en fait l'envie de créer un podcast à Montréal. Donc voilà, en fait, la boucle est bouclée, on va dire. Ouais, tu vois. c'est cool. Donc bien. c'est plutôt cool. Je suis très content en tout cas que tu sois là. C'est gentil. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet, les gars. La petite épine dans le pied, par contre, le match contre le Bayern. On a vu un Bayern qui a fait une première mi-temps remarquable. On peut se le dire. S'il y a 4-0 à la mi-temps, c'est pas volé. On a vu un Paris Saint-Germain, même à 10 contre 11, qui a pas réussi à trouver les clés du coffre. Je vais vous demander dans un premier temps vos tops et vos flops. Yannis, si tu te lances. En flop, je te mettrais déjà Marquinhos. J'ai pas un retour qui a pas été vraiment gagnant, Marquis. Je crois que c'était le premier ou le deuxième but. Ouais, il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match. Je vais te mettre également Chevalier où je m'attendais, moi qui était vraiment un peu. Non mais un de chaque. Je vais pas me faire toute l'équipe, frérot. Je pensais que c'était un top et un flop, ouais. Un top. En top, ça va être compliqué. Je te dirais Joao Neves qui est toujours là, toujours présent. J'aurais dit pareil. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? C'est bien déjà, tu m'as fait. Ouais, il a pas compris là encore. C'est très compliqué de trouver des tops, surtout que la prestation de toute l'équipe a été assez décevante, donc j'ai du mal à se dire, à part Joao Neves qui a sauvé les meubles, le reste c'est un peu compliqué. Viti qui a quand même qui a essayé quoi. Il a essayé. J'ai quand même senti, justement, on parle des milieux de terrain, mais on a perdu beaucoup la bataille du milieu de terrain. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à placer. Moi je te dirais Joao Neves forcément avec le but, mais sinon après, on a eu 2-3 équipes, on a eu des équipes un peu hybrides, donc ça a été un peu, c'est un peu compliqué de juger ce match, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va en parler après, mais moi j'ai quand même un avis assez arrêté sur la prestation du Paris Saint-Germain. Okay. Louis, qu'est-ce que t'en penses, toi, le top et flop ? Ouais, pour faire un peu différemment, je dirais flop Luis Enrique, tu vois. Okay. Parce que on l'a érigé en tant que dieu vivant du PSG. Très, très bon choix. Moi, je me prosterne devant lui tous les jours. Par contre, il y a un truc qui me fatigue, c'est en voyant ce match, d'autres ont fait ce commentaire-là, puis c'était tellement vrai. J'ai revu Newcastle PSG de 2023, je crois. On en parlait tout à l'heure. Ouais, j'ai revu des matchs comme ça où le PSG s'effondre finalement, puis il n'y a pas de solution, puis il s'entête avec son jeu. Donc je l'applaudis aussi parce que tu vois, c'est bon de mourir avec ses idées dogmatique, quoi. Mais voilà, quand il y a besoin d'un petit coup de pied au cul, là, j'aimerais bien que Luis Enrique il soit capable de nous amener ça et puis de changer peut-être, d'accepter d'avoir tort sur un match comme ça où clairement le compagnie du Bayern
lui a mis un challenge tactique qui était intéressant. Absolument. Ils sont arrivés avec un état d'esprit qui était complètement différent. Puis je pense que ça prenait à ce moment-là d'accepter la marée un petit peu, de renier ses principes de jouer un peu plus, mettre plus de mordant dans le milieu. Et ça, il l'a pas fait. Puis voilà, dans ces matchs comme ça, comme Newcastle, comme d'autres, comme Dortmund aussi, j'ai pas vu ça de chez Luis Enrique. Ouais, et puis on va pouvoir aussi parler de la gestion du cas Dembélé aussi, qu'on peut mettre aussi au crédit de Luis Enrique, parce que il y a certaines choses que moi je trouve qui sont à redire par rapport à ça, mais on en parlera tout à l'heure. Et du coup, ton top ? Mon top, pour moi, c'est Neves aussi. Là. J'ai du mal à en voir un autre, mais je trouve que ça manque un peu de guts quoi, dans cette équipe-là. Et t'as Neves qui rentre et il monte la différence quoi. C'est du haut de son 1m70, je sais pas comment il fait là, mais comme ce soir il rentre et puis tu vois voilà, il pose ses couilles sur le tapis quoi. Et puis il y va et ça change tout, tu vois. On a des leaders dans l'équipe, mais des gars comme Marquinhos, des gars même comme Nuno Mendes, tu vois, je me posais la question, on va venir au podcast. C'est des mecs un peu sur courant alternatif. Nuno Mendes à Barcelone, il nous a fait un match incroyable, mais c'est quand il a envie, j'ai l'impression, tu vois, alors que quand Joao il est sur le terrain, lui il va tout de suite il va être le métronome, il va te donner l'envie, et puis tous les joueurs autour vont faire ça. Puis j'attends ça un peu de plus de Nuno Mendes, j'attends ça de Kvaratskhelia aussi, il nous l'a montré l'an dernier, mais là tu vois j'ai pas vu ce caractère-là on en parlait tout à l'heure sur ce match-là contre le Bayern, et selon moi le seul qui a vraiment mis l'intensité qu'il fallait dans ce match-là, c'est Joao Neves. Qui avait la dalle quoi. Ok. Et toi Olivier ? Je vais essayer de faire différent. Ouais, vas-y. Comme ça pourra faire un peu de débat. Le flop, je vais y mettre la défense centrale, inclus le gardien. Ok. Donc je ne vais pas m'arrêter sur un joueur ou une performance d'un joueur. Malheureusement, Marquinhos fait cette erreur, ça coûte cher, ça nous coûte un but. Ouais. Pour un capitaine, il voit les images qu'on voit, il faut peut-être pas s'arrêter là-dessus, mais moi je m'y suis arrêté. Il faut me parler qu'il arrive, mais tu l'as vu en fait, tu viens de regarder. Là tu le sens qu'il dit ça par dépit. Ouais, c'est ça. Il le sait qu'il est fautif, il scanne mais il scanne pas en fait. Ouais, en plus il regarde mais il le voit pas. Parlez-moi les gars, mais en fait t'as juste regardé en fait, donc t'es coupable. Donc là, pour moi la défense centrale, et pourtant on a ce qui se fait de mieux, on a Marquinhos et on a Pacho. Mais pour le coup, je les ai trouvés en dessous. Chevalier, bon voilà, il est un peu en dessous, il a pas le moral ou j'en sais rien, il faut faire quelque chose, faut l'amener en thérapie. Et pour mon flop, pour mon top pardon, je vais être un petit peu en décalage par rapport à ce que tu as dit, mais j'ai trouvé Kvaratskhelia en mode Ligue des Champions. C'est-à-dire, autant il est décevant, ou il a été décevant en début de match, ou en début de saison, sur des matchs de Ligue 1 qui avaient peut-être moins d'intérêt, mais autant je l'ai trouvé en mode Ligue des Champions, et on avance, et on va essayer d'amener quelque chose. Et si on regarde un petit peu notre attaque qui est un peu décimée, si on n'a pas un Kvaratskhelia au niveau de Kvaratskhelia qu'il est là maintenant, c'est chaud. C'est compliqué. Donc pour moi mon top ça va rester sur Kvaratskhelia. Et du coup en fait on a vu le Bayern avait annoncé qu'il venait pour gagner, et Compagnie avait clairement dit qu'il était là pour envoyer un message, et on l'a vu directement en fait dès le début du match. Il a envoyé un message, il a cassé des joueurs donc Oui effectivement c'est vrai. Mais clairement sur l'impact physique ils ont répondu présent. Pour moi ça a été la clé du match, la condition physique de nos joueurs je pense. On a vu vraiment que dans les duels on s'est fait manger, surtout en première mi-temps. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain, avec une meilleure condition physique, aurait pu éventuellement répondre aux attentes de ce match favorablement ? Mais non, mais tu peux pas dire ça en fait. Désolé. Vas-y. En fait, tu joues une Ligue des Champions. Tu joues un club que tu connais. Tu sais que tu vas être confronté à un impact physique. C'est le Bayern de Munich, on le sait. Donc en fait, dans la préparation, pour rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure sur Lucho, qui doit préparer ses joueurs sur l'impact physique, tu sais que ça va arriver. Oui, bien sûr, mais tu as bien vu que la préparation physique du début de saison n'a pas été bonne. Enfin, elle était inexistante. Ils sont pratiquement. Oui, mais évidemment, ils sont tous blessés. Donc tu vois qu'ils jouent tous sur courant alternatif. Dans l'impact, il y a certains joueurs, tu le sens qu'ils sont pas dedans, quoi. Tu vois. Et je pense que ça vient forcément du début de saison qui a été un peu tronqué, tu vois. Et quand tu vois par exemple le Bayern qui a une vraie préparation. Ils ont commencé plus tard la Bundesliga en plus. Ils ont eu quelques semaines de plus et ça s'est direct senti dès les premières minutes. Moi, ils m'ont fait penser au PSG de l'année dernière en fait. En fait, c'est ce que je disais aux gars mardi, c'est que j'avais l'impression qu'on s'est fait avoir limite à notre propre jeu, sauf qu'on avait quand même un peu plus la possession. Mais j'avais l'impression qu'on se faisait avoir à notre propre jeu et c'était assez impressionnant. Ouais, c'est ça. Moi, je pense pas que ce soit le déficit physique qui soit un problème. Parce que déjà, si tu alignes des joueurs qui sont à moitié blessés, là, comme Dembélé ou même Barcola, tu sais, qui sont en fin de course, là, ils ont besoin de se revigorer un peu.
bah, tu t'alignes pas cette équipe-là. Tu fais comme à Barcelone, tu arrives, tu mets les titis, ils sont morts de faim, ils vont être dans le défi physique. Tu mets pas Kang In Lee non plus. J'ai entendu sur d'autres podcasts là que Kang In Lee c'était un bon choix physique, mais pour moi Mayulu d'entrée il a un peu plus de coffre physique aussi que Kang In Lee. Donc je pense qu'il y a vraiment eu ça, l'état d'esprit. Les gars de Munich sont arrivés, ils avaient envie de régler un passif. La demi-finale, la quart de finale de Coupe du Monde des clubs, la blessure de Musiala, tu vois, ils avaient quelque chose, ils avaient les crocs là. Puis nous, le PSG, on l'avait pas, tout simplement. Ah ouais, tu trouves? Moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour ce match-là. Pour moi, on l'a donné. Erreur de parcours. On l'a donné ce match-là. Oui, clairement, il faut mieux le perdre tout de suite. Ça, c'est sûr et certain. On l'a donné. On n'est pas arrivé avec les armes. Il faudra s'en servir pour s'en rappeler quand les échéances arriveront. Là, il faut arriver à 100% puis s'y mettre à fond. Mais on l'a donné ce match. Mais du coup, on a donné la première mi-temps. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, en deuxième, après, ils ont mis le but, c'est ce qui est normal. Ils ont essayé de préserver le score, bien sûr. Le but, quoi. Bien sûr. Mais vous n'avez pas trouvé l'équipe à court de forme? Moi, il y a certains joueurs que j'ai trouvé quand même assez. Fabien Ruiz qui sur les 11 joueurs, on a 5 qui reviennent. C'est ça. T'as Dembélé, t'as Ruiz, effectivement. Même Marquinhos. Du coup, la condition physique des joueurs peut avoir un impact sur la physionomie du match. Mais Luis Enrique, il aurait dû le savoir. Enfin, il est pas bête, là, il le sait. Il aligne cette équipe-là en toute connaissance de cause. D'où le flop Luis Enrique aussi. C'est ça, on peut mettre ça, je suis d'accord. Voilà, tu mets pas ce genre de joueur-là si tu veux répondre à un défi physique. Et là, il était plus en mode je vais avoir la possession de balle, je vais asseoir mon avantage quelque part et puis jouer sur la qualité technique de ces gars-là. Mais il n'était pas dans le défi physique selon moi. Et c'est vrai que moi je te rejoins sur le côté flop entre guillemets de Luis Enrique, parce que ça va être l'un des sujets, mais la gestion du cas Dembélé, c'est assez symptomatique de ce qu'on dit. Il y a la vidéo où tu entends Dembélé dire j'ai mal aux ischios, Ouais, exactement. Derrière c'est ce que je voulais. Derrière, de toute façon on y vient. Non. Mais je te rejoins là-dessus. Ok, et du coup, en fait, on va parler un petit peu plus du point de vue tactique. On a vu un Bayern qui a quand même vraiment bien encerclé Vitinha, il était à deux dessus à chaque fois. Est-ce que Vincent Kompany a donné une leçon tactique à Luis Enrique? Oui. Ouais, carrément. Enfin, je veux dire, il est venu avec un plan de jeu pour tout ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis d'accord. Il était venu avec la revanche, la blessure. On va les manger. Ils ont gagné en championnat, en Coupe du Monde des clubs, alors que techniquement, peut-être on le méritait pas, peu importe. Ils ont même vengé Musiala. Ouais, voilà. Ouais. Ils ont été jusque là. Ouais. Et ils rigolent en plus. Pas Mécano. Ouais. Et au final, je pense que Kompany, même tu le voyais sur l'attitude du banc de touche. Kompany, tu le voyais qu'il voulait vraiment gagner, alors que Luis Enrique, il était peut-être un peu plus sur la réserve. Ouais. Et c'est rare. Et pour autant, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est un mec avec le staff qu'il a. Je suis comme toi, je me prosterne tous les jours et on la regarde tous les jours et on se dit merci. Bien sûr. Mais en réalité, je l'ai trouvé sur OK, on s'est fait manger et j'ai pas la solution. Mais pourtant, les joueurs que j'ai, c'est les joueurs que j'ai maintenant qui sont supposés être à 100%. Et pour autant, ils n'étaient pas à 100%. Sur les 45 premières minutes, on s'est fait atomiser. Ouais. Et du coup, pour vous, cette défaite, c'est pas un signal d'alerte pour le reste de la saison? J'en ai peut-être un seul, je te dirais. Ouais. Sur le style de jeu, quand on affronte une équipe qui a le bus, parce qu'on l'a vu en deuxième mi-temps, une fois qu'on a le bus, je trouve qu'on a un gros manque d'inspiration, on a un manque de créativité. Je pense que Neuer, il est encore en train d'attendre pour faire ses dégagements là. Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de difficultés. On l'a vu avec Lorient, on l'a vu avec bon nombre de clubs où dès lors que ça ferme, avant on arrivait quand même à mettre les buts, mais là en ce moment on a du mal à trouver de la créativité dans les petits espaces. Ouais. Faut rester pour les buts, il faut rester jusqu'à la 96e. Oui, exactement. exactement. Moi, je suis plus inquiet par contre. Ouais, c'est les défenses à 11 là dans la surface, c'est compliqué, mais bon, ça on l'a toujours vu. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'année 2, tu vois, l'année après la Ligue des Champions. C'est dur de se remotiver. Les clubs, bah oui, mais aussi... Tout le monde t'attend. Les clubs, ils ont compris, tu vois. Ouais. Puis tu as d'autres exemples que le Bayern, c'est Botafogo, c'est Chelsea, en finale de la Coupe du Monde des clubs, là aussi. Puis ils sont tous arrivés avec la même recette, tu vois, c'est de l'intensité, on y va, on vise les mollets, puis on y va. Strasbourg aussi. Les chevilles d'Akimi aussi. Strasbourg, ouais, exactement. Et puis, tu vois, c'est ça. Et là, je pense qu'on n'a pas encore trouvé la clé pour ça. Puis d'ailleurs, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus d'équipes qui le fassent. Ce genre de modèle agressif sur le PSG, mettre deux gars sur Vitinha, parce qu'on a très bien compris que c'était la clé du jeu du PSG pour sortir. Il faut je pense qu'il n'y a que le Bayern en Europe qui peut nous mettre en difficulté comme ça.
Vraiment, je pense qu'il y a que le Bayern qui me fait peur. Hein. Le Real, moi je trouve ça léger. Liverpool, c'est en. Arsenal, faudra voir. Arsenal, effectivement. Effectivement, Arsenal, c'est les deux. Ils peuvent pas nous déranger, mais par contre, dans l'impact physique, ils peuvent amener quelque chose. Effectivement, il faudra que si on les affronte, on soit à 100% physiquement. Un dernier mot sur ce match de Barcelone. Du Bayern. De Bayern, pardon. Non, on a fait le tour. Non, honnêtement, on a trébuché, mais je pense que ça nous remet à notre place. C'est bien. Ouais, je suis d'accord. C'est dommage parce qu'on voulait le 4 sur 4. Tu voulais rester. On est toujours dans le top 8. On est 5e, non 4e, 5e. Ouais, c'est ça, donc on est toujours dans le top 8, donc ça, c'est pas mal. Mais on voulait le 4 sur 4. Et 4 sur 4, t'es quasi assuré. T'es bien, en fait. Mentalement, t'es bien. Mais tant pis, ok, c'est pas grave. Par rapport à l'année passée, par rapport à l'an passé, ça va. Oui, voilà. On finit dans les 8 premiers, c'est ce qui est le plus important, quoi. En fait, après, on a à domicile pour le reste de la compétition, donc bon, enfin, on n'a pas de quoi s'inquiéter finalement. Du coup, finito la Ligue des Champions, on va passer à la Ligue 1. Le rendez-vous du soir, un match contre l'Olympique Lyonnais qui s'est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain au Stade des Lumières. Moi, j'ai déjà une petite première question pour Olivier. Donc, c'était ton premier match à l'Union avec le PSG Club Montréal. Comment t'as appréhendé un peu ce match-là? C'était quoi pour toi l'expérience là de venir C'est une très bonne question. En fait, je suis venu avec mon zéro. Micro, vas-y. Excuse-moi, Eddie, mais j'ai ma pub aussi en tant que président. Moi, je suis venu ici avec beaucoup d'humilité. J'avais dit à Charles, je vais venir à Montréal. Il dit ok. Apparemment, il a posté quelque chose dans le groupe de Montréal en disant il y a un gars de Toronto qui va venir, sans préciser qui c'était, ni quoi, ni comment. Et puis moi, je vois vos vidéos, je vous vois sur les réseaux sociaux, donc en fait, je vois qu'il y a de l'ambiance, je vois qu'il y a le tambour, je vois qu'il y a les mégaphones, etc., etc. Donc, je m'attendais à ça et j'ai pas été déçu. Donc, en plus, t'es venu le bonjour parce que là, depuis peu, il y a les Lyonnais qui nous ont rejoints dans le même bâtiment. On était juste à côté et on y avait un match dans le match. Et t'es arrivé le jour où on s'est dit on va les défoncer niveau ambiance, on va les éteindre. Ouais, faut les éteindre. T'es arrivé le bonjour. Après, ils sont 3, donc bon. C'est 3 trop. C'est 3 trop. Non, c'est bon enfant. C'est bon enfant. Non, franchement, pour répondre à la question, super ambiance. Tous les gens qui viendront de Toronto, je vais leur dire la même chose. Si vous êtes à Montréal, passez à Montréal parce que ça vaut la peine. Ambiance capot, ambiance tribune. Non, vraiment top. Puis voilà, et petite anecdote, vous m'avez passé le mégaphone pour faire une petite chanson. C'est vraiment super cool. Donc franchement, bonne surprise. Et je reviendrai avec un énorme plaisir. Tu t'es le bienvenu en tout cas, c'est gentil. Ça fait plaisir. Et vos tops et vos flops les gars pour le match de Lyon. Top, moi je vais te mettre. J'ai bien aimé le match où Ryan Zahir-Emery, sauf l'action où il se fait déborder. Mais sinon, mis à part ça, j'ai trouvé plutôt solide et c'est même plutôt rassurant. On en parlait il y a 2 podcasts où j'étais présent. On avait vraiment des incertitudes. Ça vient peut-être du fait qu'il s'est séparé avec la fille qui s'appelle Marseille. Je vais pas recommencer. Non, mis à part ça, je l'ai trouvé très, très, très concentré, très solide. Et puis, il nous a mis le but. Il joue pas à son poste en plus. Il joue pas à son poste en plus en latéral. Alors, il dépanne. Donc, j'ai bien aimé Warren. Joao Neves, évidemment, Joao Neves qui fait tellement plaisir, qui nous met une tête à la Cavani limite, tête croisée. Et puis j'ai bien aimé Kang In-lee qui il comprend pas le concept. Moi, dans ma tête je pense 3 tops, 3 flops. Moi c'est ça. Très vite flop. Je te mettrai Zaberni qui est super inquiétant ces dernières semaines et même si je suis un pro chevalier où je le défends d'habitude, le but où il se fait lober, je pense qu'il y a des choses. Non, le pire c'est le premier. J'arrête. Le pire c'est le premier, je pense. Pour moi c'est le pire. Le premier avec la jambe qui reste accrochée. Oui. Deuxième fois qu'il fait ça là, c'est. Il y a un dossier Zabarni là, à régler. Là. Ouais. Bah, moi un peu comme toi Yanis, Zahir-Emery, je l'ai bien aimé, mais de manière générale les latéraux, les latéraux pardon. J'ai vu Hernandez dans la surface, j'ai vu Zahir-Emery dans la surface. On a l'impression qu'ils regardent les matchs de Hakimi et puis de Nuno Mendes et qu'ils s'en inspirent et qu'ils essaient de récupérer un peu cette culture-là du poste. Donc j'ai bien aimé ça. Pourtant, ils n'ont pas les mêmes qualités du tout. Hernandez, c'est pas du tout la même affaire qu'un Nuno Mendes là, mais ils s'en inspirent et puis ils embrassent un peu cette position-là qui a été designée par les joueurs titulaires et que Lucho promeut, j'imagine, dans l'équipe là. Donc j'ai aimé ce genre d'attitude là qui fait du bien, je pense, au PSG là, de pouvoir améliorer encore plus le milieu d'attaque par ce dépassement de fonction. Ok, et ton flop? Mon flop, j'ai pas vraiment de flop là, à part Zabarni, effectivement, Chevalier qui manque de.
Allez, Chevalier, on va y aller avec lui. Hein. Zabarni ou Chevalier? Zabarni, c'est bon, tu lui refais son profil. Hein, mais, Chevalier, je trouve qu'il manque un petit peu de comment on appelle ça, d'influence, quoi. J'aimerais ça il est un peu trop neutre, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas un cas désespéré, hein, ça peut arriver. Hein, mais on l'a vu l'année dernière, il avait fait une grosse saison avec lui, il est capable de faire des choses, mais c'est un autre poste. C'est des cases à flot. Mais c'est ça, il manque un peu d'un profil, voilà, qui n'inspire pas confiance à sa défense. La confiance, c'est ça. Ouais. Et toi, Olive? Bah écoute, je vous écoute et j'essaie d'essayer de trouver d'autres joueurs parce que sinon, on s'acharne, tu vois. Et bah non, en fait. C'est ça. On va s'acharner. Mais du coup, Zabarni, pour moi, il est en dessous aujourd'hui. On oublie, c'est Valentin qui me disait ça, mais on a l'impression qu'il fait une main, il y a quand même une VAR qui est vérifiée. Au-delà du fait qu'il fait une prestation moyenne, dramatique. Il y a une main qui est vérifiée, quoi. 3 dans l'équipe. Voilà, donc, je veux dire, il y a un moment, je comprends pas comment tu sautes avec ta main comme ça pour toucher le ballon. Exactement. Et t'es défenseur, t'apprends quand même à garder les mains dans les poches. En fait, c'est soit il touche avec la main, soit il défend allongé, Zabarni. Tu vois, il est comme ça tout le temps par terre. C'est comme j'ai vu un tweet passer pour moi qui est symbolique, il disait Joao Neves, 1m70, il fait 74, mais le mec arrive à avoir de l'influence dans les airs, et puis t'as Zabarni 2 mètres qui est, on dirait un Playmobil en l'air, qui a la même mobilité qu'un Playmobil. Super inquiétant. Mais du coup, on restait sur des résultats assez moyens du Tu veux pas mon top alors du coup? Pardon, tu veux pas mon top? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. Vas-y. Non, parce que j'en ai 3, j'en ai 12 peut-être. Ici, on tire sur les ambulances. Non, bah du coup, vas-y, je t'en prie. Non, je vais le même en fait. C'est Joao Neves parce que voilà, tu sens qu'il y a un impact et c'est marrant ce que tu dis parce que on a besoin de mecs qui amènent un peu de grinta sur le terrain ou même en défense, et le côté rassurant ou pas rassurant, lui pour le coup il le dégage à mort, quoi. Dès qu'il rentre sur le terrain, tu sais qu'il va se passer quelque chose. C'est incroyable. Et quasiment le plus petit de l'équipe, il est capable d'aller te mettre une tête c'est fou, hein. Et d'aller d'arracher le but à la 96e minute. C'est incroyable. Il sait tout faire. C'est un guerrier. J'espère qu'il restera avec nous pendant de longues années. Warren, qui met quand même bien sûr son but en latéral tout seul, il va le chercher, la course, et puis il revient de loin, tu vois. Il a eu des semaines assez compliquées, Warren, tu vois. Donc on l'a critiqué pendant le podcast. Il sort de cet épisode un peu compliqué mentalement, je pense qu'il arrive avec un coffre très solide. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Mais donc du coup, en fait, ce que je voulais vous dire, pour avancer sur le sujet, c'est on restait sur des prestations assez moyennes du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Là, on voit un match qui est quand même abouti, même si on est quand même moins dominateur dans le jeu. Est-ce que pour vous, c'est une satisfaction globale, ce match? C'est la sensation, parce que tu prends les 3 points. Mais en fait, c'est pas un match abouti du tout. Non. On se prend quand même 2 buts. Ouais, bien sûr. Sur un lob, donc encore une fois, erreur de la défense. Le premier but, erreur de la défense. Donc et on a de la chance de marquer à chaque fois. On est devant le score. Heureusement, ils reviennent chez eux. Après, les matchs contre Lyon, c'est souvent des matchs à but. Hein. On doit les éteindre, les mettre à Lyon, chez eux. Enfin, je veux dire, c'est pas le Lyon d'il y a 10 ans. Donc, surtout cette année, effectivement, t'as raison. Ce qui me dérange dans le match, c'est qu'on a beaucoup laissé jouer Morton. Morton, justement, le but où il y a le lob, il a tout le temps d'ajuster sa passe, d'aller envoyer le ballon en profondeur. Moi, c'est le fait qu'on n'ait pas. On aurait pu peut-être exactement ce qu'a fait le Bayern avec Vitinha, c'est-à-dire mettre 2 joueurs et d'aller bloquer Morton. Et je pense qu'on l'a un peu trop laissé jouer. C'est un joueur qui est très très dangereux. Donc je pense des regrets là-dessus. Pourtant moi j'étais rassuré en voyant la composition. On avait les 3 du milieu. J'étais rassuré en fait finalement au milieu de terrain ils nous ont quand même pas mal bougé les Lyonnais. L'équipe était coupée en 2 des fois. Ouais vraiment. Et on sent que Paris là ces dernières semaines c'est moins bon, c'est moins bien. Alors d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est effectivement le côté physique? Là on récupère des joueurs, on voit que ça fonctionne pas toujours. Il va falloir que Luis Enrique trouve des solutions par rapport à ça, parce qu'il y a quand même des échéances importantes qui arrivent. Il y a la Ligue des Champions, il y a Tottenham qui arrive. D'ailleurs Tottenham, on va voir ce que ça va donner. Moi je suis pas forcément super rassuré pour ce match, quoi. Alors un match après l'autre. Ouais, bien sûr. Je pense qu'en fait si tu gagnes tu peux bâtir déjà un peu plus que si tu avais perdu. Il y a une trêve internationale, il faut qu'on garde tous nos joueurs. Qui me fait peur, moi. Ça me fait vraiment peur cette trêve. Avant d'aller parler de Tottenham, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et il peut faire peur parce que là aussi c'est une revanche encore. On les a tapés en Super Coupe. Ça va se passer chez nous. On a galéré. On a galéré. Là encore, on a galéré. Non, mais c'était le premier match de la saison, les mecs. Il y avait aucun prévu. Il y avait des vacances, les mecs. Mais tu vois, l'état de fraîcheur, je pense qu'il est pas non plus exceptionnel en ce moment. C'est ça. Non, mais mis à part ça, en vrai, je suis quand même inquiet parce que
Niveau de la fraîcheur, déjà à l'époque on avait pas mal souffert, mais là j'ai limite l'impression que c'est vraiment pire. Parce que là on avait quand même un semblant de 11, là on l'a plus du tout, on n'a plus nos latéraux. C'est pas pour 3 jours quoi, tu vois. C'est pas pour 3 jours, c'est de 2025, donc j'ai aucune certitude. Je dirais pas que je suis inquiet, c'est un mot qui est assez fort, mais j'ai aucune idée de comment va se dérouler le match, vraiment aucune. Ouais, c'est ça. Tant mieux en vrai, non? Oui, parce que ça veut dire que t'as pas d'idée de ce qui va se passer sur Tottenham, donc forcément Tottenham tu sais pas comment il joue, donc du coup on a peut-être une épingle à jouer, tu vois. Ça se dit en français ça? Une épingle à jouer? Non. Une carte à jouer. Une carte à jouer, ouais, voilà, c'est ça. Tirer son épingle du jeu. Oui, voilà. On a les deux expressions. Absolument, c'était pas mal. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner avec le dernier sujet, l'hécatombe qui continue. Enfin, moi, je sais pas. J'étais limite en train de me dire, est-ce qu'il faut pas mettre certains joueurs pendant jusqu'à fin 2025 dans le formol et en fait leur donner une vraie préparation physique qu'ils n'ont pas eu pour revenir en fait être en forme pour les échéances qui vont arriver, extrêmement importantes d'élimination directe. Pour vous, quelles sont les solutions de Luis Enrique pour ce problème physique, parce qu'on voit que ça s'arrête pas quoi. Courbe le dos. Ouais. Et soit prêt en février. février. Quoi. Soit prêt en février, parce qu'en réalité là ce qui se passe maintenant c'est que oui il te faut des victoires. Surtout aujourd'hui il fallait qu'on gagne. Ouais. Un match nul n'aura pas été suffisant pour rester en tête de la Ligue 1. En Ligue des Champions, il va falloir faire le dos rond encore, ou trouver des opportunités et demander aux joueurs de, comme tu disais tout à l'heure, mouiller le maillot, montrer un peu la grinta qu'on peut avoir, ce que tu disais tout à l'heure en disant portez-les, tu vois, portez-les puis montrez-les sur le terrain parce qu'on en a besoin. Et puis tu arrives en janvier, tu as peut-être des joueurs qui vont revenir de blessures, tu vas peut-être avoir un peu de recrutement. Tu vas être sur une deuxième phase de Ligue des Champions qui est hyper importante. Donc pour moi, survivons jusqu'à décembre et puis en janvier. Puis on va se motiver pour janvier parce qu'il y aura le trophée des champions qui va vite arriver. C'est l'enfer encore. T'as la Coupe Intercontinentale là-bas. Après, c'est un match. C'est un match. Mais bon, t'as le transport, c'est fatigant, tu vois. On envoie les jeunes. Mais tu tu veux le battre sur le maillot, non? Enfin, je sais pas. Je le veux, mais on peut le faire avec les jeunes en vrai. Contre Marseille aussi, trophée des champions. Oui, c'est ça. Ça c'est motivant. En plus, on arrive à taper ça. Nous, supporters, on arrive avec un esprit de vengeance. Ils le savent très bien, je pense les joueurs aussi. En vrai, la deuxième partie de saison, si on arrive à régler ce problème de blessure, ça peut être très sexy. Recrutement. Moi, j'insiste sur recrutement. Blessure, ok, mais recrutement. Recrutement, après, c'est un sujet qui est assez vaste parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup parler. Et puis, dès l'année dernière, je me disais qu'il fallait une doublure pour Hakimi. Aujourd'hui, ça c'est. Ils sont en train d'en chercher une, c'est ce que j'ai vu. Exactement, ça je pense ça va être une priorité, mais après il faut pas non plus qu'on devienne les pigeons comme ce qu'on a pu faire par le passé avec des panic boys. Je pense que 2-3 nouvelles recrues sur des postes de latéraux ou bien sur des ailiers, ça pourrait être intéressant. Mais je pense qu'un effectif de 15-16 joueurs, c'est que par le passé, c'est ce qu'on a pu voir. Il y a juste besoin de ça pour aller loin, pour faire un parcours intéressant. Pas besoin de faire un recrutement à la Chelsea. Parce que j'entends, il faut 7-8 nouvelles recrues, ça je pense pas. Oui, mais au moins 2 latéraux, un ailier qui peut perdre un peu. Mais c'est marrant, je me faisais la réflexion. C'était quand? C'était cette semaine, tu sais, il y a encore 2 ou 3 semaines, on disait que Dembélé allait demander une revalorisation salariale du fait de son nouveau statut. Aujourd'hui, il passe son temps à l'infirmerie, donc la revalorisation. Non, mais je veux dire, donne-lui. Après, c'est compliqué parce que la politique du club, elle a changé. D'accord, mais donne-lui. Ballon d'or, Ligue des Champions, le mec il mouille le maillot, il a la tête d'un requin quand il va vouloir aller chercher la balle. Donc donne-lui la revalorisation salariale. Ta politique de salary cap, elle fonctionne plus en fait. Après, tout le monde va revenir avec. Parce que, en fait, finalement, ce ballon d'or, il est plus collectif qu'autre chose. Mais il l'a dit, il l'a avoué. Mais donne-lui l'argent. Enfin, je veux dire, si il parlait, je pense pas qu'il demande beaucoup en plus. Pour moi, donne-lui. Regarde, je vais peut-être me faire des ennemis à Montréal en disant ça, mais donne-lui l'argent. Vas-y, donne-lui. Je veux dire, s'il demande un 10 millions de plus ou 20 millions de plus, mais donne-lui. On en a gagné 100 millions avec la Coupe du Monde. T'ouvres la boîte de Pandore. Derrière, ça va être Joao Neves qui va dire je marque des buts, je sauve l'équipe, etc. Je peux également. Parce que on parle de Julián Alvarez. Enfin, la rumeur revient avec insistance. Ça peut peut-être être pour le mercato estival une piste sérieuse. Si Dembélé continue de se blesser, avoir un joueur qui est un peu plus régulier physiquement, ça peut être une piste intéressante, qui est très très bon d'ailleurs. Je te dis non, moi. Toi, tu non? Ah ouais? Ouais, je te dis non. Ok. Non, on le voulait, il est pas venu, il a préféré aller à l'Atlético, et reste là-bas.
Il y avait un gros chèque aussi, je crois que 80 millions, un truc comme ouais, ça. Exact, pour toutes ces raisons-là. Donc, à ce moment-là, on ne pouvait pas mettre 80 millions, sachant que tous les joueurs, c'est l'année où on a fait les 11 transferts, exact, je crois, donc on ne pouvait pas mettre 80 millions sur un joueur comme ça, là. Mais au-delà du mercato, honnêtement, je pense que Luis Enrique est dans une position tellement difficile. Là. J'apprécie son attitude vis-à-vis du mercato. Oui, tu ne veux pas faire venir des joueurs juste pour avoir des joueurs, ne pas les faire jouer, parce que tu as des mecs comme Hakimi qui jouent 100% des matchs quand ils ne sont pas blessés, puis c'est difficile. Derrière, en fait, tu changes le problème. C'est qu'au lieu d'avoir un problème de ne pas avoir assez de joueurs, tu as des problèmes de garder la motivation des joueurs. Et puis tu as aussi l'autre affaire, c'est que pour la première fois depuis tellement d'années, là, il est en train de valoriser le centre de formation. Oui. J'adore ça. Il y a un Boli qui va monter, peut-être qu'on a déjà trop d'attentes pour lui, mais des Mayolu, tu as des Mbaye. voilà, tous ces joueurs-là qui sont en train d'exploser un petit peu ou de montrer ce qu'ils peuvent faire. Moi j'aime ça. Donc finalement le mercato, oui, mais à un poste peut-être. Comment s'appelle le gardien des Titi? Non, je rigole. Akliouche qui pourrait peut-être du coup, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on a une question du chat. Quelqu'un qui nous demande est-ce que vous avez des recrues justement pour cet hiver, des idées de recrues pour cet hiver? Vous avez des idées de joueurs qui pourraient s'ajouter au collectif? Le gros manque, c'est l'ailier droit. Et à gauche, j'ai l'impression qu'avec Barcola et Guevara, ça marche bien, mais ni l'un ni l'autre, tu peux les mettre à droite. Tu avais Dembélé qui était avant notre ailier droit, mais clairement, nous, on veut un 10, 9,5, 9, c'est Dembélé. Akliouche peut jouer à droite. Akliouche polyvalent, oui. Akliouche, pour moi, il viendrait bien dans la rotation avec Dembélé, avec Doué, pour se partager à 3 ces deux postes, donc quand tout le monde est là. Pour moi, c'est le seul. Après, milieu de terrain, on est bon. Est-ce que Monaco va le lâcher? Ça, c'est une autre histoire. À quel prix? Parce que c'est 80 millions le Akliouche. Moi, je l'adore, Akliouche, mais Akliouche, oui, mais pas n'importe quel prix. Je pense qu'il était à 80 cet été. Il ne sera pas à 80. Après, on peut faire une Guevara, tu vois, il était à 120 Guevara l'été, puis on l'a récupéré à 70, je crois. Enfin, tu vois, bon, peut-être que le président de Monaco va vouloir, ça m'étonnerait, mais faire une fleur. Puis arrivé déjà début janvier, de toute façon, il ne pourrait pas jouer à Champions League, donc ça serait certainement un transfert 31 janvier. Effectivement. Monaco serait pas loin d'être éliminé, j'imagine. Non, mais il n'y a pas une nouvelle règle avec les joueurs de Champions League, ils peuvent pas, quand tu les recrutes en hiver, ils peuvent pas intégrer seulement les barrages ou les huitièmes. Et après, à partir des phases finales, ils pourront. Guevara, c'était ça. Donc à mon avis, Akliouche, c'est le genre de joueur que tu peux signer le 31 janvier si les carottes sont cuites pour Monaco en Ligue des Champions, ou alors ça leur fait un beau chèque en plus, tout le monde est content. Et tout le monde est content à ce moment-là. Et toi du coup Loïc, pour toi les solutions pour parer à cette hécatombe de joueurs? C'est un problème insoluble pour moi, parce qu'aujourd'hui en fait Luis Enrique il aime bien faire tourner pour justement gérer un peu les charges de travail et puis diminuer les risques de blessures, mais là on voit que des gars qu'il a fait revenir comme Dembélé, comme Doué, normalement c'était safe, il devait les faire revenir. Pas de chance. Hakimi, c'est la même affaire, ils sont blessés donc soit sur un coup, soit sur une rechute. C'est même pas une rechute, tu vois, Dembélé c'est la cuisse, je crois. Il avait compensé, c'est ça. Doué c'est un peu la même affaire. Puis là, tu as des joueurs comme Hakimi, comme Vitinha, comme Pacho, que tu surutilises. Je pense qu'il faudrait faire le comparatif avec l'an dernier, mais ces joueurs-là, ils n'ont pas été autant utilisés en première partie de saison l'an dernier que par rapport à maintenant. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que on sait, la fatigue va s'accumuler. Un Barcola, il le dit en sortant du match du Bayern, qu'il est cramé, c'est fini. Donc là, je suis content d'ailleurs qu'il n'ait pas joué aujourd'hui. Il n'a pas joué, il va rentrer. Non, il n'a pas joué. Donc je sais pas si c'est juste la pression lyonnaise. Pour préserver les insultes envers sa maman. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est intelligent, tu vois. Mais il a plus ce luxe-là, Luis Enrique, qu'il l'avait l'an dernier, même en deuxième partie de saison, de pouvoir faire tourner. Et c'est ça qui me fait peur un petit peu. C'est que je suis assez d'accord. Ça va être difficile. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Les solutions, j'en vois pas. Honnêtement, j'en vois pas. Recrutement, on peut pas se dire, on va prendre un joueur, même Akliouche. Et le gars, il va être comme Guevara directement performant dès le deuxième match. Pour moi, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il fasse avec ce qu'il a. Et puis peut-être, moi, je pense que la Ligue 1, elle va être gagnée. Même avec, on a de l'avance. Imagine là tout ce qu'on a joué jusqu'à maintenant, toutes les blessures. On est encore devant. Bien sûr, c'est ce qu'on disait. On a 2 points d'avance là pour moi la Ligue 1. Donc là, voilà, il faut faire jouer les Njantou, les joueurs comme ça. Faites monter encore plus de joueurs. On s'en fiche, on va perdre 1 point, 3 points par ici, par là, puis c'est la Ligue des Champions qui est important. Il ne nous reste plus que Tottenham avant la trêve. Puis utilisons la Ligue 1 pour développer nos joueurs également. Exactement. Je crois qu'il y a Bilbao aussi avant la trêve. Ah oui, t'as raison. Ouais. Il y a Bilbao et Tottenham. Mais tu vois, quand tu parlais justement du fait qu'il y ait des joueurs qui sont surutilisés, par exemple l'exemple de Vitinha, on l'a vu cette année, il y a un PSG avec Vitinha et un PSG sans Vitinha. Vraiment, le moteur de l'équipe, c'est vraiment lui. Donc les solutions, par exemple, si lui se pète, on n'en a pas. Est-ce que vous avez des idées, vous, de joueurs qui pourraient s'intégrer au système
c'est compliqué quoi. Donc en fait, on joue avec le feu quoi. Ouais. On joue vraiment avec le feu, c'est difficile quoi. En même temps, pour moi, Vitinha c'est un joueur à part quoi. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas trois dans le monde. Non, il parlait de Tonali là. Il voulait peut-être recruter Tonali. C'est un joueur qui est un peu type Vitinha, le mec de Newcastle, l'italien là, qui était d'ailleurs suspendu pour Paris Sportif. Oui. mais c'est vrai que ça pourrait être une alternative qui pourrait être intéressante parce que. Enfin, normalement, je pense qu'aucun joueur doit être irremplaçable, même s'il y en a qui sont plus importants d'autres, effectivement. Mais on voit vraiment que Vitinha, c'est un joueur qui est vraiment essentiel. Le problème, c'est que oui, on veut des doublures, mais va présenter ça à un joueur qui est titulaire indiscutable et qui va devenir une simple doublure, sachant que Vitinha enchaîne les matchs. Tu viens, tu te bagarres pour avoir ta place. C'est ça les grands clubs. Bien sûr. Puis même pour Vitinha, c'est pour lui faire du bien, parce qu'il n'a pas de compétition. Il le sait. Hein. Aujourd'hui, il n'a aucune compétition. Il n'y a aucun joueur ça lui va bien. Et c'est un bon gars. Ouais, c'est un bon gars. C'est Ramos. Hein. Enfin, je veux dire, le mec, c'est une superstar et pourtant, c'est le super sub. Ouais, c'est vrai. Il reste sur le banc et il dit pas un mot, il dit rien, il est propre, dans sa communication, tout va bien. Ouais. Je suis content avec les minutes que j'ai. Il est titulaire, il est pas bon, il rentre à peine et il est super. Pour moi, le meilleur exemple, c'est ça. Pour reprendre ce que tu as dit, excuse-moi de te couper, pour reprendre ce que tu as dit, pour moi, il y a un PSG avec les trois du milieu. Vitinha étant peut-être la pierre angulaire, mais si on a craché sur Fabien Ruiz toute l'année dernière. Jusqu'à la deuxième moitié de la Ligue des Champions, où là, c'est une superstar. Ouais. Et puis, son but contre Arsenal. Lui, Vitinha et João Neves, je veux dire, les trois ensemble, trouve-moi un meilleur milieu que ça, en Europe. Ah non, mais il n'y a pas. Ce trio est complètement ouf. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a vu des matchs cette année où il n'y avait que Vitinha et que les deux autres n'étaient pas là. Ça tournait quand même, alors qu'on a vu des matchs où lui était pas là, il y avait peut-être João Neves ou Fabien Ruiz, et on sentait une vraie différence, quoi. C'est vraiment pour moi le maillon essentiel de cette équipe, c'est vraiment Vitinha. D'ailleurs, on l'a vu contre le Bayern. Hein. Ouais. Il était à deux dessus, on respirait pas, le jeu était pas du tout aéré, et puis on s'est mangé des rafales pendant toute la première mi-temps, quoi. Mais après, toutes les grandes équipes, c'est comme ça. Si tu te souviens, le Barça de 2011, t'avais Kroos aussi avec Real, ouais. Et puis par exemple, le Barça de 2011, t'as Busquets, Xavi, Iniesta. Il y avait vraiment des doublures derrière. De ce que je me souviens, pas vraiment. Il y a Touré, je crois, une période quand même. Il avait pas rejoint City déjà en 2011 Si, 2011, si, t'as raison. Si, t'as raison. Il y a le Bayern qui est un peu le contre-exemple. Eux, quand tu regardes leur banc, si tout le monde est disponible, là, ils ont quand même une sacrée équipe. Après, c'est une équipe qui est toujours bien pensée, j'ai l'impression. Alors que Chelsea, ils sont toujours là. Les gars, le Bayern, ils sont toujours là. Tous les ans, ils sont tout le temps dangereux. C'est incroyable. Ils ont toujours. Il y a des fois une petite phase de 1 an mais ils sont toujours chiants. C'est une équipe, tous les ans, tu te dis putain, si je tombe sur eux, ils vont m'emmerder. Ça va pas être facile. C'est un club qui est toujours bien géré, qui est toujours. D'ailleurs, ils nous aiment pas trop. Si ils peuvent nous envoyer un tir, ils vont les mecs. Quand on était à Munich, on a vu 2-3 stickers dans les métros. UEFA, Cochon, Nasser. Oui, bien sûr. Sauf que leur président, il fait de la prison pour détournement de fonds. Il y a écrit Qatar Airways sur un de mes entraînements. Oui. C'est ça. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. C'était un plaisir de vous avoir avec moi, messieurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Tu repasses quand tu veux. Avec plaisir. C'était un vrai kiff. Avec plaisir. Merci et puis on se dit à bientôt pour le prochain épisode. Et puis ici c'est Paris. Salut les gars. Ciao. Salut. Bye bye.